Bonjour, les amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Le rôle surprenant de l'ASEAN dans le changement du drame Indo-Pacifique, peuvent-ils trouver leur place? Sujet numéro 2. L'Union africaine rejoint le G20, les États-Unis, l'UE et l'Inde défient l'initiative de la ceinture et la route de la Chine. Sujet numéro 3. Révélation explosive, Haley accuse Biden de donner des raisons de célébration à la Russie et à la Chine. Sujet numéro 1. Le récent sommet de l'ASEAN et les réunions associées ont réuni les dirigeants de l'Asie du Sud-Est et des représentants de différents pays. Cette rencontre a eu lieu au milieu des tensions croissantes entre la Chine et les Philippines, des confrontations navales croissantes en mer de Chine méridionale et de l'engagement accru de nations auparavant moins impliquées. Ces circonstances soulèvent des questions fondamentales pour l'ASEAN. Face à un paysage géopolitique et indo-pacifique en mutation rapide, où se situe l'ASEAN en tant qu'entité régionale et ensemble d'États membres individuels? En avril, les Philippines ont accordé un accès élargi aux États-Unis à 4 bases militaires sur leur territoire. Cette décision a déclenché une série d'activités politiques, diplomatiques et militaires dans la région, notamment l'expansion américaine dans le Pacifique Sud. Cela a été suivi par des accords entre les États-Unis et Palau, ainsi que des exercices navals en mer de Chine méridionale impliquant les États-Unis, le Japon et l'Australie. Ces développements, ainsi que les efforts multilatéraux en matière de sécurité en cours, ont laissé les États membres de l'ASEAN préoccupés par leur rôle dans une région de plus en plus axée sur la compétition entre grandes puissances. Alors que les tensions s'intensifient au sein et autour de l'ASEAN, il est essentiel de déterminer où l'ASEAN se voit au milieu de ces dynamiques et quelles mesures l'organisation devrait prendre pour assurer son rôle dans la façonner les événements, ou du moins sa survie et son efficacité continue en tant qu'organisation régionale. L'ASEAN a depuis longtemps défendu le principe de non-ingérence, tant de la part des parties externes que dans les affaires intérieures de ses États membres, depuis son traité d'amitié et de coopération de 1976. Cependant, les actions récentes des États-Unis, de la Chine et les développements internes remettent en question la survie de ces principes. Les perspectives sur la liberté de navigation en vertu du droit international varient d'un pays à l'autre, certains l'apercevant comme une ingérence ou une menace pour la paix et la sécurité. Malgré les risques croissants pour les intérêts nationaux vitaux de la plupart des États membres de l'ASEAN, le besoin de consensus au sein des 10 États empêche une réponse coordonnée significative. Alors que les puissances externes s'accusent mutuellement, l'ASEAN se retrouve divisée sur la manière de caractériser et de répondre à ces événements décisifs. L'échec à parvenir à un code de conduite en mer de Chine méridionale qui protège adéquatement les intérêts juridiques, économiques et territoriaux des membres de l'ASEAN met en évidence le problème sous-jacent. Les États membres ne sont pas unis dans la défense de l'intégrité des zones économiques exclusives, ZE, de chacun lorsqu'ils font face aux revendications chinoises. De plus, des initiatives telles que OCU soulignent les risques de désunion de l'ASEAN. Cela remet en question le rôle central de l'ASEAN dans le conflit en mer de Chine méridionale et sa pertinence dans le paysage géopolitique en évolution. L'implication de pouvoirs supplémentaires, dont plusieurs membres de l'OTAN et l'Inde, complique davantage le paysage géopolitique. L'Inde a modifié sa position sur la mer de Chine méridionale et a ouvertement soutenu le jugement du tribunal arbitral rejetant les revendications de la Chine sur la ZE des Philippines. De plus, l'Inde renforce son engagement en matière de sécurité en aidant les forces navales du Vietnam. Ces développements montrent comment l'ASEAN se retrouve positionnée au centre d'une région indo-pacifique au bord d'un conflit mondial majeur. Pour faire face à ces défis, l'ASEAN doit abandonner sa dépendance traditionnelle à la recherche du consensus, de la non-ingérence et de la centralité de l'ASEAN. Les événements récents ont montré que ces approches sont insuffisantes. L'ASEAN a besoin d'un front uni pour contrer les pressions extérieures qui obligeraient autrement les États membres à choisir leur camp. Une ASEAN fragmentée permet aux puissances extérieures d'exercer une pression bilatérale au lieu de servir les intérêts collectifs du bloc. Une réponse efficace de l'ASEAN nécessite l'unité et des positions fermes sur des questions cruciales telles que la mer de Chine méridionale. Cela devrait être un changement par rapport à l'échec de l'ASEAN à soutenir les Philippines en 2016 lorsque le tribunal arbitral a rejeté la revendication de la Chine sur la ZE des Philippines. De plus, pour tirer parti de sa position géographique stratégique et en faire une position politique stratégique, l'ASEAN doit développer des mécanismes de prise de décision qui répondent aux défis actuels.
Le désordre actuel concernant la crise au Myanmar illustre les conséquences de ne pas le faire. L'ASEAN joue un rôle crucial dans redéfinir sa position avec les partenaires de dialogue tels que l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, à mesure que le contexte indo-pacifique évolue. L'implication croissante de ces acteurs offre à l'ASEAN l'opportunité de redéfinir de manière proactive son rôle politique, en reflétant sa position stratégique qui relie les océans Indien et Pacifique. La résolution de la crise au sein de l'ASEAN nécessite une réflexion attentive. Les réalignements et reconfigurations en cours dans la région Indo-Pacifique offrent à l'ASEAN une occasion de réexaminer ses principes de paix et de sécurité. Alors que les États membres de l'ASEAN engagent des discussions, ils doivent mettre l'accent sur l'unité en tant qu'outil le plus efficace pour atteindre les intérêts à long terme du bloc. Une ASEAN forte, indépendante et unifiée qui résiste à la pression extérieure et s'affirme dans le paysage géopolitique encombré peut jouer un rôle de médiation dans les conflits en Indo-Pacifique, garantissant ainsi la paix et la sécurité dans sa région. Cependant, ce rôle ne se manifestera pas de lui-même, et l'ASEAN doit aller au-delà de sa centralité actuelle et façonner activement son rôle. Sujet numéro 2. L'Union africaine rejoint le G20, les États-Unis, l'UE et l'Inde défient l'initiative Ceinture et Route de la Chine. L'Union africaine est récemment devenue membre du G20, un groupe influent composé des nations les plus riches et les plus puissantes du monde. Cette évolution s'est produite à l'issue du sommet du G20 à New Delhi, où les dirigeants mondiaux ont publié une déclaration conjointe. Il est important de noter que la déclaration ne condamne pas explicitement l'occupation de l'Ukraine par la Russie, mais souligne plutôt l'importance de s'abstenir d'utiliser la force pour acquérir des territoires. Il convient de mentionner que l'Ukraine, qui n'est pas membre du G20, s'est montrée mécontente de cette déclaration, la qualifiant de rien de glorieux. En revanche, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué le sommet comme un succès retentissant. Lors du sommet, le président Joe Biden a saisi l'occasion pour dévoiler une alternative à l'initiative Ceinture et Route de la Chine, un programme de développement international à grande échelle. Le plan de Biden prévoit la création d'un corridor ferroviaire et maritime pour relier l'Inde au Moyen-Orient et à l'Union européenne. Cette décision de l'Union africaine de rejoindre le G20 est significative car elle souligne l'importance croissante et l'influence des nations africaines sur la scène mondiale. Cela offre aux États africains l'opportunité de participer activement aux discussions et aux processus décisionnels concernant les affaires économiques et politiques mondiales. La déclaration conjointe des dirigeants du G20 met en avant le principe de non-agression dans les litiges territoriaux. Bien qu'elle ne se prononce pas directement sur les actions de la Russie en Ukraine, elle traduit le consensus plus large parmi les États membres pour promouvoir des résolutions pacifiques et décourager l'utilisation de la force pour obtenir des gains territoriaux. Cette approche vise à favoriser la stabilité et à prévenir les conflits susceptibles de déstabiliser les régions et de nuire à la sécurité mondiale. Le mécontentement de l'Ukraine à l'égard de la déclaration est compréhensible, étant donné sa lutte continue pour reprendre le contrôle de son territoire. Le conflit en Ukraine a eu des conséquences profondes et le manque d'une position plus ferme de la part du G20 peut laisser l'Ukraine se sentir peu soutenue dans ses efforts pour préserver son intégrité territoriale. En revanche, la réponse positive de la Russie au résultat du sommet traduit un sentiment de validation et d'approbation de ses actions en Ukraine. Cette réponse peut susciter des inquiétudes parmi d'autres nations quant à l'engagement du G20 à respecter les normes et les principes internationaux, en particulier dans les cas où des grandes puissances sont impliquées dans des litiges territoriaux. La présentation par le président Biden d'une vision alternative à l'initiative Ceinture et Route de la Chine témoigne de la concurrence et des rivalités qui existent entre les grandes puissances mondiales. Le corridor ferroviaire et maritime proposé reliant l'Inde, le Moyen-Orient et l'Union européenne témoigne d'un désir de rivaliser avec les vastes projets d'infrastructures de la Chine et de gagner en influence dans ces régions. Il reste à voir comment les pays réagiront à cette alternative et si elle suscitera un soutien et des investissements importants. À la lumière de ces développements, il est intéressant de prendre en compte les perspectives des individus issus de différents horizons et régions. Que pensez-vous de l'adhésion de l'Union africaine au G20 ? Comment percevez-vous la position de la déclaration commune sur les litiges territoriaux ? Croyez-vous que l'alternative proposée par le président Biden à l'initiative Ceinture et Route de la Chine soit une stratégie viable et efficace ? Je vous encourage à partager vos opinions sur ces questions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Révélation explosive, Haley accuse Biden de faire la joie de la Russie et de la Chine. Lors d'une interview sur l'émission State of the Union de la chaîne CNN, Nikki Haley, candidate à la présidence du Parti républicain, a exprimé ses préoccupations concernant le communiqué final du sommet du G20. Elle a soutenu que ce communiqué, qui s'abstenait de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
était finalement bénéfique pour la Russie et la Chine. Selon Halley, le président Biden a manqué une occasion de réaffirmer sa reconnaissance, exprimée il y a un an, que la Russie avait envahi un pays qui défend des idéaux pro-américains et attaché à la liberté. En ne reconnaissant pas ce fait, Halley estime que le communiqué a involontairement accordé une victoire à la Russie. Elle a également exprimé sa préoccupation quant à la réaction de la Chine et à sa relation avec Taïwan. Des critiques ont été formulées en raison du manque de condamnation de la Russie pour sa guerre en Ukraine dans le communiqué du sommet du G20 cette année. À la place, le communiqué a simplement demandé aux nations de respecter les frontières des uns et des autres. Cette approche contraste fortement avec celle du communiqué du sommet du G20 de l'année dernière, qui condamnait fermement les actions de la Russie dans la guerre. Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que ce communiqué n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Tout en étant reconnaissant envers les partenaires qui ont tenté d'inclure un langage plus fort dans le texte, Nikolenko affirme que la réponse du G20 ne traite pas de manière adéquate et ne condamne pas suffisamment l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les remarques de Nikolenko ont été renforcées par une capture d'écran du communiqué, où certains termes ont été modifiés pour déclarer que la guerre était menée contre l'Ukraine au lieu de dans le pays, et l'appel à ce que tous les États agissent conformément à la Charte des Nations Unies a été modifié pour cibler la Russie. Razom Wystand, un groupe de défense ukrainien axé sur la politique énergétique anti-russe, a critiqué le communiqué comme étant lâche et a affirmé qu'il n'abordait pas la responsabilité que le G20 devrait avoir pour mettre fin aux armes géopolitiques de la Russie. Halley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a toujours exprimé son soutien à l'Ukraine au cours de sa campagne présidentielle. Lors d'un récent débat républicain, elle a accusé son collègue candidat républicain Vivek Ramaswamy de favoriser le président russe Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine, car il était le seul à mentionner la suppression du financement américain de l'Ukraine s'il était élu président. À présent, il est important de prendre en compte plusieurs perspectives sur cette question. Quels sont vos avis sur le communiqué du G20 et ses implications pour l'Ukraine, la Russie, la Chine et la diplomatie mondiale? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires.